Les mois d'été approchent, la douceur printanière du cœur de la vallée s'élève pour délivrer les animaux et les plantes de leur torpeur hivernale. Il est temps de s'éveiller à nouveau. À la surface des eaux sombres et acides du lac Lutel, les îlots suspendus de végétation immergée s'animent de couleurs et de mouvements. Les amphibiens se rassemblent en direction des berges humides du lac, dans un élan commun, perpétuer l'espèce. Alors que les températures augmentent encore, les populations de demoiselles et de libellules se donnent en spectacle. Les rencontres, combats, chasses, accidents mortels et renaissance de ces muses ailées occupent le devant de la scène et attirent l'attention de ceux chargés de la préservation de cet écosystème à part aux allures d'oasis nordiques. L'observation est cruciale pour s'assurer de l'équilibre entre la diversité des espèces et la qualité de leur habitat. De telles observations peuvent parfois être effectuées de loin. Cependant, occasionnellement, l'identification d'un individu requiert plus de proximité. De par leur fragilité et leur richesse, le lac Lutel et ses berges doivent être protégés des perturbations humaines. Le milieu est ainsi classé en réserve naturelle nationale et bénéficie de ce fait d'un statut de protection parmi les plus élevés de France. L'accès aux berges du lac est strictement interdit, à l'exception des personnes ayant reçu une autorisation spéciale afin d'assurer la conservation du milieu et la mise en place de protocoles de suivi scientifique. Aujourd'hui, l'attention se porte sur les odonates, plus précisément les libellules et demoiselles muses du Luitel. La leucorrhine douteuse a besoin du Luitel pour exister. Leur conservation est intimement liée à la préservation du milieu que les activités humaines et le réchauffement climatique menacent. Il est important de suivre l'évolution des populations de leucorrhine douteuse, car leur présence est témoin de la qualité du milieu. La leucorrhine, elle est un petit peu plus petite que les autres espèces de libellules que j'ai attrapées. Alors je fais vraiment attention pour la manipuler, pour pas l'abîmer. Et on la reconnaît bien à sa couleur noire et les deux petites taches rouges qu'elle a au bout de son abdomen. Elle a aussi une petite tache blanche sur le devant de la tête. Souvent confondues avec les libellules, les demoiselles ou zygoptères ont les 4 ailes identiques et sont le plus souvent de plus petite taille. Elles se distinguent facilement des libellules grâce à leur vol plus léger, leurs yeux plus espacés et leurs ailes de fée qu'elles sont capables de tenir repliées dans leur dos à l'arrêt. Perché sur une tige d'angélique, ce sympétrum, une libellule ou anisoptère, est le parfait exemple de ce qui rend les odonates des chasseuses hors pair. Leurs mandibules puissantes sont capables de découper aisément les solides carapaces de chitine des insectes dont elles se nourrissent.
Leurs yeux composés leur offrent un champ de vision de 360 degrés qu'aucune de leurs proies ne peut duper. Leurs 2 paires d'ailes articulées indépendamment leur permettent de naviguer les airs avec précision et dextérité. Elles sont ainsi capables de faire du surplace, de la marche arrière et de changer de direction de façon imprédictible. Malgré leur taille identique, on peut différencier le mâle et la femelle grâce à leur couleur et également leur appareil reproducteur à l'extrémité de l'abdomen. Le mâle juvénile du Sympétrum de Fonce-Colombe commence la saison d'une couleur rouge-orangée. Alors que les jours d'été se succèdent, il se colore peu à peu d'un éclat rubis. Perché sur son promontoire, il est à l'affût de moucherons et autres insectes, parfois aussi gros que lui, qui pourraient constituer son déjeuner. Mais les odonates ne sont pas les seuls à se nourrir d'insectes autour du lac. Dans cette végétation un petit peu étrange, il y a des petits pièges vivants qu'on voit là, les Drosera à feuilles rondes. Et ces plantes carnivores, elles ont au bout de leurs feuilles des trichomes, ce sont des petits poils avec de la glu au bout. Cette glu leur permet de capturer les insectes. Une fois que l'insecte est englué, elle sécrète des enzymes digestives qui vont dégrader l'insecte en petits morceaux. Et ensuite, elles peuvent absorber ces petits morceaux d'insectes directement sur la feuille. Si les plantes carnivores ont besoin de se nourrir de petits insectes, c'est parce que le milieu dans lequel elles se trouvent est très pauvre en minéraux. Et la raison de la pauvreté de ce milieu remonte à la formation de ce lac tourbière. Il y a environ 20 000 ans donc, il y avait là où nous nous trouvons un glacier, le glacier de la Romanche, qui passait par le col Luitel. Et ce glacier, il a creusé dans la roche des dépressions, des creux, qui se sont ensuite remplis d'eau à la fin de l'ère glaciaire lorsque le glacier a fondu, de l'eau très froide, pauvre en oxygène, très très pauvre en minéraux parce que alimenté par de l'eau de pluie principalement. Ce lac froid de montagne est donc très très peu propice au développement de la végétation en général. C'est pour ça qu'on trouve des espèces bien particulières comme la plante carnivore. Mais ce n'est pas la première à arriver sur ce lac. Les premières espèces qui se développent en partant des bords du lac, ce sont le trèfle d'eau ici, le comaré des marais avec ses petites feuilles bleues et la lèche des bourbiers. Ces 3 espèces-là, enracinées au bord du lac, ont des tiges qui flottent sur l'eau et qui forment une sorte de maille. Sur cette maille de tiges flottantes, une mousse qu'on appelle la sphaigne va se développer et petit à petit coloniser la surface du lac comme un tapis de végétation qui flotte. Comme il n'y a pas beaucoup de minéraux dans le lac, elle a une petite stratégie qui est différente de celle des plantes carnivores. Elle va relâcher dans l'eau des charges positives, des protons H+, en acidifiant ainsi le milieu. Et en relâchant ces charges positives, elle va devenir négative. Et une fois que la sphaigne est négative, elle peut attirer à elle les autres charges positives qui se trouvent dans l'eau. Et les minéraux, le calcium, le magnésium, ce sont des charges positives. Donc c'est sa stratégie à elle pour attirer les minéraux et pour pouvoir se nourrir dans un milieu très pauvre. Le haut de la sphaigne va grandir sans arrêt en continu et le bas de la sphaigne va mourir, se détacher, tomber au fond du lac. Comme le lac est froid et sans oxygène, les bactéries, les champignons ne sont pas actifs et ne permettent pas de décomposer cette matière organique qui s'accumule et forme la tourbe, qui comble le lac petit à petit en profondeur. Dans environ 10 000 ans, le lac qu'on voit là sera totalement comblé par de la tourbe au fond et les tapis de végétation qui se seront rejoints au milieu.
Pourquoi les odonates ont-elles besoin d'un lac? Lorsqu'on les voit voler, on ne peut se douter qu'elles passent en réalité une grande partie de leur vie sous l'eau. Les œufs des odonates éclosent dans l'eau, et les larves, pendant quelques mois, voire plusieurs années, se développent et se nourrissent sous la surface. Le passage à la forme adulte des odonates s'appelle l'émergence. Lorsque la larve a atteint le dernier stade larvaire, elle sort de l'eau, grimpe sur une tige et se pose. Cette enveloppe laissée sur place est appelée exuvie ou mue imaginale. On peut les récolter pour les identifier et ainsi savoir quelles sont les espèces qui se reproduisent au lutel. L'imago, la forme adulte des libellules et demoiselles, sort progressivement du corps de la larve et le laisse sur place. Lorsque l'imago s'est extrait de son enveloppe larvaire, il faut alors reconstruire une carapace solide et sécher ses ailes. Cela prend un peu de temps. L'individu est alors très fragile et sensible aux intempéries ainsi qu'aux prédateurs. Une fois prêt, l'individu adulte s'envole et cherche des proies pour se nourrir, ainsi qu'un partenaire pour se reproduire. Lors de la reproduction, le mâle attrape la femelle derrière la tête, avec les pinces au bout de son abdomen. Le mâle et la femelle forment alors ce qu'on appelle un tandem. Ensuite, la femelle courbe son abdomen pour le poser contre l'abdomen du mâle, où se trouve le sperme pour féconder les œufs. Ils forment ainsi un cœur copulatoire. Après l'accouplement, les femelles pondent les œufs, à la surface de l'eau ou à l'intérieur des végétaux. Une anaxe empereur est en train de pondre ses œufs. Ils donneront naissance aux futurs maîtres des lieux, ces empereurs bleus qui, dans leur belle parure, tels des flèches d'azur, règnent sur la Sphaigne. L'anaxe empereur est l'une des plus grandes espèces de libellules d'Europe et la plus grande du lac Lutel, mesurant jusqu'à 8 cm de long et 11 cm d'envergure. Ils ont des territoires immenses, qui peuvent couvrir plus de la moitié du lac et de ses radeaux. Ils ne perdent jamais un combat. Dû à leur besoin d'espace, ils sont peu nombreux à partager le lac, mais ils sont loin d'être menacés de disparition. Deux autres espèces tentent parfois de les détrôner, les échines bleues et les échines des joncs. Légèrement plus petites que les anaxes empereurs, ces libellules sont également de grandes professionnelles de la voltige, au vaste territoire et à la taille tout de même impressionnante. Les échines des joncs ont un abdomen bleu et noir, avec des petites taches jaunes. Les échines bleues leur ressemblent énormément. Contrairement à leur nom, elles ont un abdomen majoritairement vert, avec l'extrémité bleue.
Au repos sous une feuille, ce cordulégastre bidenté profite de la périphérie ombragée du lac. La tourbière n'est pas son habitat de prédilection. C'est dans les ruisseaux de montagne, traversant la réserve naturelle, que les larves de cette muse tigrée se développent. Parmi les autres espèces les plus communes, la libellule à 4 taches et la cordulie bronzée sont les plus faciles à observer. Mesurant environ 5 cm de long, ce sont elles qui animent les journées ensoleillées d'été de leurs battements d'ailes. On reconnaît la libellule à 4 taches avec, comme son nom l'indique, 4 taches sur ses ailes au niveau des nodus, une au milieu de l'aile et une au bout. Elles ont ainsi 4 taches par paire d'ailes, tandis que les autres espèces n'en ont que 2. Comme le Sympétrum, elle surveille son territoire de son promontoire, prête à le défendre contre un intrus et à l'affût de proies goulues. A l'inverse, la cordulie bronzée patrouille de la même façon que les anax et les échines. Brune et noire, elle tient son nom de ses reflets métalliques, tantôt verts, tantôt bronzés, lui donnant l'allure d'une guerrière grecque dans son armure. Aux abords du lac, la végétation se teinte d'or, prémisse d'un répit prochain pour de nombreuses espèces.
stratégie et hasard ont décidé du sort de chaque individu au cours de la saison. Certains se sont reproduits avec succès, assurant la transmission de leurs traits aux prochaines générations, tandis que la vie d'autres s'est achevée sans laisser de traces. Doucement, le frémissement des ailes et le crissement des pattes commencent à s'évanouir, le silence de l'hiver s'installant à nouveau. Si certaines espèces resteront actives, protégées par des couches de neige et de glace, d'autres, plongées dans une plus grande torpeur, attendront patiemment que la brise tiède du printemps remplace l'air glacial de l'hiver pour émerger à nouveau. Bientôt, les rencontres, combats, chasses, accidents mortels et renaissances des populations de libellules et demoiselles animeront de nouveau les reflets du ciel dans le lac Luitel.